Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est en 39. Donc, on va faire le cas de la dimension 2. Il va vous donner suffisamment d'intuition pour faire le cas en dimension n. Okay, donc, l'objectif, évidemment, quand on travaille dans la vraie vie, c'est qu'il n'y a pas une ou deux variables, il peut y en avoir 10 millions. Et donc, il faut traiter le cas n générique avec n variables. Mais déjà, on peut commencer par faire le cas en dimension 2, qui est un peu le plus simple. Et donc, vous avez une fonction qui va de R2 dans R. Okay. On appelle ça une fonction scalaire. Ok. Alors, je vais peut-être revenir là-dessus. Voilà, une fonction scalaire que à xy, donc un vecteur de R2, va associer f de xy, qui est la hauteur du point. Okay. Donc là, vous avez cette fois-ci non pas un axe, mais deux. Là, il y a x, là, il y a y, là, il y a f. Ça va là? Et donc, vous donnez une valeur de x, vous donnez une valeur de y, ça vous donne une valeur de z, qui est la hauteur en question. Okay. Donc, si vous prenez par exemple 1, et que là, vous prenez 3 en y, donc là, ici, vous avez le point de coordonnées 1, 3, okay, sur le plan xy. Et si je suis sur tout l'espace, c'est le point de coordonnées 1, 3, 0. Okay. Et en ce point, je peux évaluer la fonction qui va me donner le point de coordonnées 1, 3, f de 1, 3. Okay. Et donc, la fonction passe par ici. Donc là, j'ai fait pour un point, mais si vous voulez voir la fonction partout, vous faites la même chose pour tous les points x, y que vous voulez. Okay. Vous pouvez inclure les participants qui sont en attente. Ok, donc ça, c'est assez simple. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? C'est qu'une fonction de deux variables, une fonction scalaire de deux variables, eh bien, c'est une surface. Okay, c'est une surface, une nappe, okay, une montagne un petit peu sur l'espace. Et là, il faut voir des exemples un petit peu classiques. Okay. Donc, on va en traiter quelques-uns. Déjà, les plans. Okay. Plans. Ce sont les fonctions f de xy de la forme ax plus by plus c égale 0. Okay. Donc, ça, c'est la façon implicite de les donner. Pardon, égale 0 n'importe quoi, égale z. Enfin, x, y égale ça, si vous voulez. Ensuite, vous allez avoir quelques-uns qu'on va vraiment essayer de se souvenir. C'est les paraboloïdes de révolution. Paraboloïde de révolution, qui est f de xy égale x2 plus y2. Okay. Et enfin, les paraboloïdes hyperboliques. Ce sont les fonctions de la forme f de xy égale x carré moins y carré. Et on va avoir leur tête. Okay. C'est assez simple. Donc voilà la première. Okay. Ça ressemble à ça. C'est une cuvette. Okay. Donc ça, c'est le paraboloïde de révolution. Alors le plan, je ne vous le dessine même pas, vous savez un peu à quoi ça ressemble. Et le paraboloïde de révolution, eh bien, c'est cette petite cuvette. Okay. Qui est comme ça. Et la particularité de cette fonction, c'est qu'elle a un minimum. Vous voyez, le point le plus bas. Ensuite, si vous avez déjà regardé une carte IGN, une carte de randonnée, vous savez qu'une montagne, ou que le relief, il est retracé sur une carte par des courbes de niveau, ouais, qui me disent, je coupe
la montagne ou la surface par un plan à une certaine hauteur. Et l'intersection entre le relief et le plan va dessiner une courbe. Là, ici, c'est très simple. Hein. Si je coupe ce machin par un plan, okay, de hauteur h, l'intersection entre ça et le plan, c'est un cercle. Okay. Okay. Et si vous montez de plus en plus le plan, eh bien, ça vous donne un cercle de plus en plus haut. Okay. Et donc là, vous voyez, là où c'est bleu, la fonction est petite, et plus la couleur devient orange, plus la fonction est grande. Okay. Voilà. Vous avez compris? C'est pas très compliqué. Voilà. Vous faites la même chose pour d'autres types de fonctions. Donc, par exemple, là, si je veux passer de x carré plus y carré à x carré moins y carré, il faut que je change le coefficient qui est devant y carré, qui est le b, qui est là. Okay, donc, au lieu qu'il soit égal à 1, je vais le mettre égal à moins 1. Okay. Voilà. Et donc, ce que j'obtiens, c'est un paraboloïde hyperbolique. Souvent, les gens l'appellent une selle de cheval. Okay. Et ça ressemble à ça. Et vous voyez donc les couleurs. Là, c'est plus petit, là, c'est plus élevé. Et si vous coupez ça par un plan horizontal de hauteur h, eh bien, ça va vous intersecter la surface le long d'une hyperbole. Okay. Quand le h il est bas dans le bleu, là, l'intersection, bah, c'est une hyperbole qui est comme ça. Et plus ça monte, les hyperboles, bah, ça vient de ce sens. Okay. Voilà, donc ça, c'est important que vous ayez compris. Une fonction de 2 variables comme ça, c'est une surface, okay, une nappe tordue, un relief. Les courbes de niveau de la surface vous disent, bah, en fait, c'est exactement la même information qu'il y a là qu'il y a là. C'est juste que ça me dit à chaque hauteur où je suis et comment la hauteur constante égale à h. Et, par exemple, ici, si je me fixe une hauteur constante égale à 1, bah, c'est la trajectoire qui est là. OK? Des questions? Non? C'est pas bon? OK. Alors, pourquoi ça, c'est important? C'est parce que, si vous vous souvenez, on avait dit, la fois d'avant, on avait dit que lorsqu'une fonction possède un maximum ou un minimum, alors la fonction, elle est... En fait, je peux alterner. Ah, je regarde. Je pense que je peux alterner. On va voir. Ouais, je peux alterner. Donc, la dernière fois, ce que l'on avait dit, c'est qu'une fonction, si elle a un maximum, on avait dit si f a un max, alors f' égale 0 en seconde. Okay. F a un max en x0, alors f' égale 0 en x0. Et bien, il va falloir faire la même chose, mais en dimension n. Okay. Et lorsque vous avez n variables, une fonction n'a pas une seule dérivée, mais là on a n dérivées, et on appelle ça les dérivées partielles. Okay. Donc là, c'est une dérivée partielle. Et donc dans le cas très simple où f c'est une fonction de 2 variables, eh bien il y a 2 dérivées partielles. La première qui est la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc c'est un d rond comme ça. Okay. C'est pas un delta, c'est pas la lettre y delta, c'est un d rond comme ça qui ressemble plutôt à des lettres russes. Et la dérivée partielle de f par rapport à y. Okay. C'est-à-dire que lorsque j'ai une fonction de 2 variables, eh bien, en fait, je peux dériver le long de 2 directions. Est-ce que quelqu'un se rappelle de qu'est-ce qu'une dérivée? Enfin, est-ce que tout le monde comprend ce qu'est une dérivée? Ça, c'est la première question. Qui ne comprend pas ce que c'est une dérivée? Il n'y a pas besoin de savoir, hein, je préfère le dire maintenant que plus tard. Ok, donc quoi? C'est appelé comment? Je ne sais plus. Alors, c'est quoi une dérivée? Déjà, il y a une définition mathématique avec le terme.
On dérive. C'est le taux de variation, c'est ça. Le taux de variation. C'est relié au taux de variation, mais ce n'est pas le taux de variation. Le taux de variation, c'est le taux de variation. C'est quand on calcule le taux de variation et qu'on avec une limite. C'est la limite de taux de variation pour la variable pour 0 ou l'infini. Oui, Lisa. C'est le coefficient directeur de la tangente. Presque. Ça, c'est le nombre dérivé. Mais ce n'est pas la dérivée. Non plus, ça c'est l'équation de la tangente. De la pente de la tangente. Ça, c'est le nombre dérivé, c'est ce que vient de dire Lisa. Okay. Donc la dérivée, c'est la fonction, je vais écrire là, la dérivée d'une fonction f'. Déjà, c'est une fonction. Donc la première chose que vous devez dire, c'est que c'est une fonction. Okay. C'est la fonction que à x, okay, un point x, associe ce que Lisa ou vous avez dit. Hein, le nombre dérivé. Mario, F, oui. est-ce qu'on peut revoir le tableau, s'il te plaît? Oui, vous ne le voyez pas? Non. Ah oui, c'est bon, vous voyez. Merci. Tu as entendu que j'écrivais? Oui, puis on voit un petit peu en bas sur la caméra. Ah oui. Merci. Donc, f, la dérivée d'une fonction, c'est une fonction. Donc ça, première chose, c'est une fonction. Donc ça, c'est... Je vais l'écrire en toutes lettres. Okay. Voilà. La dérivée d'une fonction et la fonction, il y en a une seule, que à x associe, ce qu'a dit Lisa, le coefficient directeur de la tangente à f en x. Okay. C'est-à-dire que je prends un point x, il y a une tangente en ce point, le coefficient directeur de la tangente en ce point, c'est la valeur de la dérivée en ce point, ce n'est pas la dérivée. La dérivée, c'est la fonction que à chaque point associe ce nombre. Okay. Et il y a une petite animation qui est pas mal, qui est celle-ci. Okay. Donc là, vous avez une fonction cubique, c'est la fonction rouge. Okay. On a un point qui est là, au point A. La tangente, c'est la droite verte que vous voyez là. Et en cette tangente, le coefficient directeur vaut 3,25. Okay. Donc, je vais construire une fonction que à x associe le nombre qui est là, 3,25. Okay. Donc, pour ce x-là, donc ici, j'ai la fonction qui me donne le point violet égal à la pente. Okay. Donc là, vous voyez, c'est 3,25. Et lorsque vous faites bouger ça, okay, lorsque vous faites bouger le point A, eh bien, vous allez parcourir différents points. Et lorsque vous tracez l'ensemble de toutes ces pentes, vous retrouvez la fonction dérivée dont vous avez l'habitude. Okay. Donc là, la dérivée d'une fonction cubique, c'est une fonction carrée. Okay. La dérivée d'x au cube sur 18, c'est 3 sur 18 x carré. Hein, c'est cette parabole que vous voyez là. Okay. Bien. Voilà. Donc ça, c'est la dérivée. La dérivée, c'est la fonction que à x associe le coefficient directeur de la tangente en ce point. Maintenant, lorsqu'on est en dimension supérieure, c'est-à-dire lorsqu'on est sur une surface, par exemple, eh bien, cette notion de tangente est un peu différente, parce qu'en fait, être tangent à une surface, eh bien, on peut l'être avec un plan. Okay. Donc là, vous voyez, ici, vous avez une surface, et là, il y a un petit plan qui se balade le long de la surface, qui va être tangent. Okay. Donc, au lieu d'avoir une droite, je vais avoir un plan qui s'appelle, sans surprise, le plan tangent. Okay. Et ce plan tangent, eh bien, les coefficients directeurs, qui en fait vont être les coefficients qui sont là, okay, parce que l'équation d'un plan, elle est comme ça. Donc, les coefficients directeurs
du plan sont les coefficients qui engendrent le plan, eh bien, ça va être lié effectivement aux dérivés. Donc, voilà, ça c'est le plan tangent. On peut avoir plusieurs figures comme celle-ci. Par exemple, ça c'est une sorte de petite cuvette inversée. Et là, vous pouvez sélectionner le point ou calculer le plan tangent. Okay. Vous changez la surface, par exemple là. Okay. Vous dites où est-ce qu'il est le plan tangent dans la surface. Okay. Bon, quoi qu'il en soit, si j'ai une surface et que je veux la dériver, en fait, ce que je peux faire, c'est sélectionner deux directions. Okay. Donc là, vous voyez, vous avez une surface et on va fixer un plan. Okay. Je fixe le plan Y. Okay. Donc j'ai une surface, j'ai un point noir qui est là au milieu, et je fixe un plan avec Y égale 0. Okay. Quand vous voyez ça, bah, la surface est intersectée par un plan, et si je diminue l'opacité de la surface, je me retrouve avec un spaghetti. Hein. L'intersection de la surface avec le plan, c'est une courbe 1D. C'est une fonction 1D telle que vous la connaissez. Et cette fonction 1D, vous savez la dériver. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez mettre la tangente à cette fonction, comme précédemment. Okay. Peu importe le point où vous êtes, vous pouvez calculer la tangente. Okay. Alors, en fait, les dérivés partiels, on les calcule en disant je fixe une variable. Par exemple, là, j'ai fixé y égale 0. Ça me donne une fonction de x. Et comme ça, je peux dériver cette fonction-là. Okay. Je peux faire la même chose pour y. Et donc, ça revient à fixer l'autre plan. Et ça me donne du coup une autre fonction de une variable que je peux dériver selon cette direction-là. Okay. Vous voyez, et donc tout ça, ça vient d'une surface à la base. J'ai une surface que j'intersecte avec deux plans, et en chaque plan, je vais avoir des fonctions unidimensionnelles que je peux dériver chacune. Hein. Et donc du coup, bah, là, ça me fait rentrer sur le vecteur gradient. Bah, le vecteur gradient, c'est le vecteur des dérivés partiels. Okay. Donc je vais l'écrire là. Voilà. Donc, juste pour vous dire, donc demain, vous avez une activité donc à faire et à rendre sur Moodle. Vous avez jusqu'à vendredi 23h59 okay, pour la rendre sur Moodle. Elle est pas très difficile, je pense. Elle n'est pas très longue non plus. Mais voilà, faites-la. Okay. Vous la déposez sur Moodle demain. C'est un peu sur ce qu'on fait là. Donc, je disais, le vecteur gradient d'une fonction, donc si j'ai f égale f de xy, okay, de variable, eh bien, le gradient de f, on écrit avec un nabla, ce symbole triangle inversé s'appelle nabla. Nabla f, eh bien, c'est le vecteur dérivé partiel de f par rapport à x, dérivé partiel de f par rapport à y. Okay. Alors, le cas à n variable, c'est exactement la même chose. Donc, si f, c'est une fonction de x1, x2 jusqu'à xn variables, eh bien, le gradient de f, c'est le vecteur où je dérive f par rapport à la première composante et je dérive jusqu'à la dernière composante. Okay. Donc, ça c'est un vecteur de R2. Ça, c'est un vecteur de Rn. Mais c'est la même chose. Okay. Et ce qui est intéressant de savoir sur le gradient, c'est quelles sont les informations que cela nous dit. Okay. Là, encore une fois, je pense qu'il faut distinguer des petites choses, parce qu'on fait souvent l'amalgame, par souci de simplicité, mais il faut au moins l'avoir bien compris une fois. Bon, la première chose, c'est que le gradient est un opérateur. Okay. Le gradient
est un opérateur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un truc est un opérateur? Eh bien, ça veut dire que c'est une fonction de fonction. Okay, opérateur égale fonction qui prend un argument. Moi, je dis souvent qu'il mange d'autres fonctions. Et qui recrache une fonction. Et qui renvoie une fonction en sortie. Okay. Alors, exemple d'opérateur, la dérivée. Hein. La dérivée, c'est un opérateur qui va vous prendre une fonction et qui va vous recracher une autre fonction qui est la dérivée. Okay. La primitive, primitive par rapport à x, c'est un opérateur aussi qui va vous prendre une fonction en argument et qui va vous recracher la primitive de f. Okay. Donc ça, c'est des opérateurs, il y en a plein. Et le gradient est un opérateur. Pourquoi? Parce que le gradient, donc nabla, c'est une fonction qui vous prend un vecteur, pardon, une fonction scalaire, oui. Mais l'addition et la soustraction, par exemple, des opérateurs, mais qui ne prennent pas en argument des fonctions. Oui, mais c'est des opérateurs binaires. Là, tu vois, par exemple, la somme plus, c'est l'opérateur qui va prendre non pas un machin, mais deux machins. F1, F2, et qui va recracher F1 plus F2. Là, ça prend un seul truc. On appelle ça des opérateurs unaires, ou 1R. C'est des opérateurs binaires. Bon. Et donc, le gradient, ça prend F et ça recrache eh bien, un vecteur qui est le gradient de F. Okay. On note comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir sur le gradient. La deuxième chose, c'est que le gradient d'une fonction en un point, eh bien, c'est un vecteur qui pointe vers là où la fonction grandit. Okay. Ça, c'est le point 2. Le gradient d'une fonction f en un point x est un vecteur noté nabla f en x qui pointe, ça c'est la partie importante, qui pointe vers là où la fonction grandit. Okay. Donc, c'est pour ça que le gradient va être une fonction, un opérateur intéressant pour l'optimisation, parce que ça va vous dire vers où ça monte. Donc, vers où ça monte, c'est important si on veut maximiser, on veut aller de plus en plus haut. Et si gradient de f pointe vers là où ça monte, qui pointe vers là où ça descend? Qui? F de gradient. F de gradient? Non, ça sert à rien. Donc, si gradient de f pointe vers là où ça monte, qui pointe vers là où ça descend? Ben, moins le gradient. Okay. Donc, on remarque, moins le gradient de f en x pointe vers là où la fonction diminue. Donc là où la fonction diminue, localement en tout cas, ça va être intéressant pour minimiser les choses. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'algorithmes d'optimisation qui sont basés sur le gradient. Okay, on appelle ça la descente du gradient. Et je vous avais fait faire une activité initiale où
je vais vous demander de lire un petit peu des choses sur le je vous demandais de lire des choses sur le gradient stochastique, la descente du gradient stochastique qui permet d'entraîner des réseaux de neurones qui sont des fonctions aussi un peu compliquées. Alors, je dois passer un appel, donc juste un petit exercice pour voir si vous avez compris. Je vais vous donner deux fonctions, et vous devez calculer le gradient, c'est-à-dire calculer les dérivées partielles de chacune. Donc, f de xy égale x2 plus y2, f de xy égale x2 moins y2, et g de xyz, question trois variables, x carré z moins y carré x plus z x y. Voilà. Ok, donc je reviens dans 2 minutes. Faites ça en attendant. Ici en quelques minutes. Donc, qui ne voit pas du tout comment faire ça? Calculer le gradient de ces fonctions. Ok. Alors, donc, le gradient, c'est ce vecteur. Okay. Donc, quand on dit calculer le gradient, il faut donner un vecteur, c'est-à-dire un nombre et un nombre. Okay. Bon, le premier nombre, c'est ce machin. C'est la dérivée de f par rapport à x. Et le deuxième, c'est la dérivée de f par rapport à y. Donc, il faut calculer lui et lui. Okay. Donc, pour calculer le premier, pour calculer la dérivée de f par rapport à x, il va falloir que je suppose que y est une constante. Okay. Donc là, dériver de manière partielle, c'est la même chose que dériver, simplement que l'on pense que les autres variables, lorsqu'on dérive par rapport à l'une d'entre elles, sont constantes. Okay. Est-ce que tu peux me dire, je me pose la question, si tu connais la dérivée de cette fonction ou pas? Non, ça te dit rien? Par rapport à quel? Par rapport à x, là il y a que du x. Par rapport à x. X, Ça fait 2x. Mais ça te dit rien? C'est juste une question. Hein. Si, je sais derrière. Ok. Ok, ah, ça marche. C'est pas grave, hein, je veux juste savoir. Donc là, la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. Okay. Pourquoi? Parce que la dérivée de x carré plus 1, c'est la dérivée de x carré plus la dérivée de 1. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc il reste que la dérivée qui est 2x. Maintenant, si j'avais un truc comme ça, okay, x carré plus y carré, je dérive par rapport à x, donc je suppose que les y sont constantes, genre 3 ou 1. D'accord. Okay. Donc quand je vais dériver par rapport à x, ce machin-là, c'est comme une constante. Donc sa dérivée par rapport à x, c'est nul. Okay. Donc si je dérive ça par rapport à x, eh bien je me retrouve juste avec 2x. Parce que ça, c'est plus 0. Parce que c'est une constante. Okay. Et si je dérive par rapport à y, eh bien c'est la même chose, mais avec l'autre variable. Je vais supposer que x est constante, donc ce terme-là qui est constant, ça saute, parce que la dérivée est 0, y derrière ça, qui est 2y. Okay. Donc, dérivée partielle par rapport à x, c'est 2x, dérivée partielle par rapport à y, c'est 2y. Donc, pour la première, le gradient, c'est le vecteur 2x, 2y. Okay. Voilà. Ensuite, pour la deuxième,
bah, c'est presque la même chose, sauf qu'il y a un moins. Okay. Donc, pour la deuxième, je vais l'écrire ailleurs. Donc, si je fais f de xy égale x2 moins y2, donc la dérivée de f par rapport à x, c'est y est constant, donc ça reste 2x, et la dérivée de f par rapport à y, x est une constante, donc elle saute, et il reste moins 2y. Okay. Donc, bilan, le gradient de f est égal au vecteur 2x moins 2y. Okay. Et enfin, le dernier cas, où il y a trois variables, okay. J'ai la fonction g de x, y, z égale ce qu'on a marqué là, x de z moins y carré x plus zxy. Donc j'ai trois dérivées partielles à calculer. Donc la dérivée partielle de g par rapport à x, la dérivée partielle de g par rapport à y et la dérivée partielle de g par rapport à z. Donc ça va me donner un vecteur. Okay. Donc quand je dérive par rapport à x, je suppose que y et z sont constantes. Okay. Donc quand je dérive ce morceau, z est une constante, donc il va rester parce qu'elle multiplie, donc ça va faire z multiplié par 2x. Ensuite là, je dérive par rapport à x, donc y carré c'est une constante, dérivée de x c'est 1, donc il reste moins y carré. Et ici, quand je dérive par rapport à x, z et y sont des constantes, comme c'est multiplié x, donc il reste plus z, y, la dérivée de x c'est 1, donc il reste ça. Hein? Si je fais maintenant par rapport à y, le premier terme, il n'y a pas de y, donc tout est constant. Donc quand je dérive par rapport au premier terme, enfin par rapport à y, le premier terme, il saute, okay. Il y a 0. Ensuite, la dérivée de moins y carré x, là, c'est une constante, comme un coefficient, donc il va rester là, donc ça va être moins x, et la dérivée de y carré, c'est 2y. Okay. Et enfin, plus zx. Okay. Et enfin, si je dérive par rapport à z, le premier, c'est un coefficient, donc ça fait x carré. Le deuxième, il n'y a rien, donc plus 0. Et le troisième, c'est xy. Okay. Donc voilà le gradient de cette fonction. Okay. Donc le gradient est un vecteur qui pointe vers là où la fonction grandit. Okay. Donc il faut le voir, il faut visualiser. Donc, voilà, ça ressemble à un truc comme ça. Au-dessus, vous avez la surface en fonction de deux variables. Et en dessous, vous avez les courbes de niveau. Okay. Donc, en un point rouge qui est là, si je calcule le gradient, bien, je trouve le vecteur qui est là. Et vous voyez qu'il pointe bien vers là où la fonction grandit. Il me dit, dans cette direction, la fonction monte. Okay. Maintenant, si je regarde tout dans le plan, c'est la même chose. Le gradient en dessous, il va pointer vers là où la fonction monte. Okay, qui est la petite bosse. Ouais, vous voyez. Donc, je peux changer le point, c'est-à-dire que si je me déplace, donc là, vous voyez, là clairement, ça monte comme ça. Okay, donc, la direction de ce vecteur, qui va vers le centre de la fonction, vers cette direction-là, ça monte. Okay. Et on peut le voir ici en dessous, moi je pense que c'est là qu'on le voit le mieux. Sur les courbes de niveau, en ce point, la fonction grandit dans cette direction. Et ce qui est intéressant du gradient aussi, c'est qu'il va être orthogonal aux courbes de niveau.
là, il y a une courbe de niveau, et il fait un angle droit avec des courbes de niveau. Donc ça, c'est une propriété supplémentaire que l'on peut ajouter, c'est la propriété numéro 3 du gradient, c'est que le gradient est orthogonal aux courbes de niveau de la fonction f. Okay. Si vous avez fait un peu de physique, ça doit vous rappeler un petit peu en électromagnétisme. Le champ électrique, il est orthogonal aux courbes équipotentielles. C'est un peu le même phénomène. Enfin, c'est un peu le même phénomène, c'est exactement le même phénomène. Là, les courbes équipotentielles, c'est des courbes de niveau. Okay. C'est des endroits où la hauteur est constante. Les courbes équipotentielles, c'est des endroits où le potentiel électrique est constant à la même valeur. Et en un point, le gradient, ça dit, le champ électrique, il est aussi orthogonal aux courbes de potentiel électrique constant. Donc ça, c'est la propriété 3. Okay. Propriété 3, c'est, je vais dire, le gradient. Donc, gradient de f au point x est orthogonal. Okay. Aux courbes de niveau de la fonction f. Okay, ça veut dire qu'on a un dessin un peu comme ça c'est une courbe de niveau. Là, on a le gradient au point x, ça c'est le gradient de f au point x. Dire qu'il est orthogonal, ça veut dire qu'il y a un petit angle droit. Okay. Des questions là-dessus? Donc là, c'est dans le cas d'un parabolique hyperbolique. Okay. Des questions là-dessus? C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui. Oh, oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je dois prendre rendez-vous avec mon père aujourd'hui, l'après-midi. Enfin, au plus tôt possible, en général, c'est suite à l'accident. Voilà. Ça va, et toi? Ça va. Vous allez voir mes parents? Je devais, mais j'ai un peu plus Covid. Ah mince. J'étais sur la route et pas assez. Ah, le seul. Ouais, c'est pour le week-end prochain. Ouais, Ah, mais c'est l'activité de demain. Ouais. Oui, cette période. Et demain, on a pour non. Le virage. Et BS. Ouais, je l'ai mis un peu. 55. Oui,
coup, voilà. Bah, ça, c'est bon, le gradient orthogonal. Et donc là, je vous rappelle, donc sur Moodle, il y a le PDF du cours, les théorèmes, tout ça, c'est là-dessus, donc vous pouvez le suivre. J'ai écrit des choses un petit peu supplémentaires, mais voilà. Alors du coup, en dimension 1, on avait vu qu'il y avait 3 cas possibles pour une fonction, lorsqu'on veut l'optimiser. Soit il a un maximum, soit il a un minimum, soit il a le cas qui pose un peu problème. C'est pour ça que les conditions nécessaires d'optimalité n'étaient pas suffisantes. C'est pas, entre guillemets, pas pathologique, mais qui peut arriver et qui n'est pas une solution. C'est le point d'inflexion. Donc, le point d'inflexion, c'est un endroit où la dérivée s'annule, mais c'est ni un max ni un min. Parce que nous, on dit, je veux maximiser ou minimiser une fonction. Donc, je calcule la dérivée et je vois où elle s'annule. Mais ça ne marche pas tout le temps parce qu'il peut y avoir des endroits où la dérivée s'annule où la fonction n'est ni un max ni un min. Donc, on a min la dérivée, qui est donc le coefficient directeur de la tangente, s'annule comme ça. On a max, pareil. Mais il peut y avoir un point d'inflexion, comme la fonction x au cube, qui en 0 est là un point d'inflexion. En dimension 2, ça va être un peu la même chose. On va avoir les petites cuvettes comme ça, où le plan tangent va être horizontal. On va avoir pareil les petites cuvettes, mais comme ça, où le plan tangent va être aussi horizontal. Et on va avoir l'équivalent des points d'inflexion qui vont être des points de colle, qui sont ceux de la selle de cheval. Et alors, moi, je n'arrive jamais à la dessiner, mais je vous l'ai déjà montré un petit peu en truc. Et ensuite, on voit là, le plan tangent, il est horizontal aussi, mais c'est ni un max ni un min. En fait, c'est un point un peu particulier, c'est un max dans une direction, c'est un min dans une autre. Mais OK. Donc, voilà les cas qui peuvent arriver pour nous. Et là, pareil, on va réécrire les conditions nécessaires d'optimalité du premier ordre. On a déjà écrites dans le cas dimension 1, mais là, on les écrit dans le cas en dimension n, qui me dit que si... Bon, déjà, définition. Un point critique, donc def, définition de point critique. On dit que x est un point critique de f si le gradient de la fonction au vecteur x, x, j'appelle ça un point, mais en fait c'est sa m composante, si au point x est égal à 0. Et là, quand je mets 0, en fait, c'est le vecteur nul. Donc, je vous marque une fois, même si c'est moche. Je mets une flèche, mais je ne le ferai plus. Ça, c'est le vecteur nul. Donc, on dit qu'un point critique est un maximum si machin, minimum si machin. Et en fait, on se trouve. Ce qui est important, c'est que si x étoile est un maximum ou minimum de f, alors x étoile est un point critique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce point, le gradient de f en x étoile est nul. Le vecteur nul. Donc, quand on va vouloir optimiser les fonctions, et ça c'était la question de Maïna l'autre fois, c'est vrai qu'on l'utilise un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire je commence par chercher des candidats, c'est-à-dire j'annule le gradient. Donc j'ai une fonction optimisée, j'annule le gradient, je résous
cette équation, c'est-à-dire trouver les points x étoiles tels que le gradient est nul, qui vont me donner des candidats optimum. Ça peut être des max, ça peut être des min, ça peut être des points col. Okay, donc ça, c'est un col de montagne. Mais en tout cas, je commence à les rechercher comme ça. Je calcule le gradient, je résous l'équation égale 0, j'obtiens des candidats et ensuite je les teste pour savoir s'ils sont des max ou des min. Okay. Voilà. Ok. Ensuite, comment on peut savoir si c'est un max ou un min? Eh bien, on a un critère. On a un critère qui fait rentrer un déterminant d'une certaine matrice qui s'appelle la matrice hessienne, okay, qui est l'équivalent de la dérivée seconde. Okay. Donc, l'activité pour demain, vous pouvez la regarder déjà, elle est sur Moodle. Okay, c'est un PDF. Je vous ai mis aussi le lien vers le Wolfram Sandbox pour ceux qui n'ont pas Mathematica sur vos ordinateurs. Donc, il y a deux solutions. Il y a soit le... Je sais pas si tu as réussi à l'installer. Ouais. Soit la solution Wolfram Engine plus Jupyter Notebook, pour ceux qui connaissent déjà Jupyter Notebook. Ceux qui ont déjà Mathematica, vous n'avez pas de problème. Et ceux qui n'ont pas installé Jupyter Notebook ou qui n'arrivent pas, vous pouvez utiliser directement le Wolfram Sandbox. Je vous ai mis le lien sur le PDF. C'est un truc qui vous ouvre un truc Mathematica direct, sans connexion, sans s'installer à rien. C'est très pratique. Conseil. Donc voilà. Donc la matrice hessienne. Matrice hessienne. Bon, déjà, c'est la, entre guillemets, hein, c'est la généralisation de la dérivée seconde. Dérivée seconde f''. Okay. La dérivée seconde, si vous vous souvenez, le cours d'avant, il était important parce qu'en un point de même maximum, la dérivée seconde était négative et en un point de minimum, la dérivée seconde était positive. Okay. Ça, c'était les conditions du second ordre. Mais ici, donc, la matrice hessienne, ben, c'est un truc qui généralise la dérivée seconde, mais comme on a deux variables, eh bien, on peut dériver deux fois par rapport à x, deux fois par rapport à y, et une fois par rapport à x, puis par rapport à y, une fois par rapport à y, puis par rapport à x. Donc, la matrice hessienne d'une fonction f de deux variables, ça va être la matrice dérivée seconde de f par rapport à x carré, dérivée de f par rapport à x par rapport à y, ici, dérivée seconde de f par rapport à y par rapport à x, et dérivée seconde de f par rapport à y carré. Okay. Et en fait, la plupart du temps, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Schwartz, qui vous dit que bah, dérivé par rapport à x puis par rapport à y, la plupart du temps, c'est pareil. Okay. Pour nous, ça sera toujours le cas. En fait, les cas où ça ne marche pas, c'est parce que la fonction n'est pas C2. Et on s'en fout, c'est-à-dire que la remarque, Schwartz vous dit que la dérivée de f par rapport à x par rapport à y est toujours égale à la dérivée de f par rapport à y par rapport à x. Ça va arriver un peu tout le temps. Donc en vérité, quand on demande de calculer la matrice hessienne d'une fonction de variable, ben, il y a trois choses à calculer. La diagonale et un point. Okay. La diagonale et un point. Alors si on fait un petit exemple, okay. Exemple, on avait f de xy égale x carré plus 3xy moins y carré. Mettons qu'on a cette fonction-là. Donc, la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est 2x plus 3y. La dérivée partielle de f par rapport à y, ça va être égal à 3x
moins 2y. Okay. Et ensuite, je peux dériver deux fois. Donc, je dérive deux fois par rapport à x, c'est-à-dire que je dérive la dérivée par rapport à x. Donc, ça va me faire 2. La dérivée seconde de f par rapport à y, ça va me faire moins 2. Et ensuite, si je dérive la fonction par rapport à y après avoir dérivé par rapport à x, eh bien, là, je vais obtenir 3. Et si je dérive par rapport à x après avoir dérivé par rapport à y, eh bien, j'obtiens aussi 3. Okay. Ce que nous dit le terme de Schwartz, c'est que presque tout le temps, si les choses sont égales, pour nous en pratique, ce sera toujours le cas, on ne verra pas les cas technologiques. Et donc, du coup, je peux conclure que la matrice hessienne de ce petit exemple, okay, je peux conclure que la matrice hessienne de ce petit exemple H est égale à la matrice 2 moins 2, 3, 3. La matrice hessienne, donc, c'est ce qui généralise la dérivée seconde. Et en fait, la dérivée seconde vous dit combien la fonction elle est courbée. Okay. C'est une petite cuvette. La dérivée seconde mesure comment on appelle ça, la courbure d'une fonction. Plus la fonction est courbée, plus la dérivée seconde est grande. Okay. Et moins, plus elle est plate, plus la dérivée seconde est petite. Okay. Et donc, là, il y a un théorème qui vous demande du coup de calculer le déterminant de cette matrice. Okay. Donc, le déterminant de H, c'est le produit de la dérivée partielle seconde par rapport à x fois moins ça fois ça, c'est-à-dire moins la dérivée seconde de f par rapport à xy au carré. Parce que c'est la même chose. Okay. Donc, le déterminant d'une fonction de 2, okay. C'est-à-dire si vous avez le déterminant de la matrice alpha, bêta, gamma, delta, eh bien c'est tout simplement alpha, delta moins bêta, gamma. Okay. C'est un produit en croix, alpha, delta, moins gamma, bêta. Okay. Ça, c'est le déterminant de la matrice de 2. Le déterminant, ça mesure le volume de déformation de la matrice. On verra ça la prochaine fois si ça vous intéresse, mais essayez de regarder un peu en détail de votre côté. Si vous avez des questions, vous me dites. Mais en tout cas, voilà, le déterminant de H, c'est ce nombre-là, c'est juste le produit des diagonales, okay, ça fois ça, moins ça fois ça. Et comme ça égale ça, en fait, c'est moins ça au carré. Et ce déterminant-là va nous aider à distinguer si c'est un max ou un min. Pourquoi? Parce que, en fait, les valeurs propres vont se mêler. En fait, il va falloir voir si la matrice hessienne, c'est une matrice définie positive ou pas. Hein, parce que dans le cas en dimension 1, on a dit, si la dérivée seconde est positive, on est dans un minimum. Mais là, la dérivée seconde n'est pas un nombre, c'est une matrice. Donc la notion d'être positive va être remplacée par la notion d'être définie positive, qui est une notion pour les matrices. Okay. Donc ça, de toute façon, vous allez le voir sur l'activité, vous avez des choses à chercher là-dessus. Et le lien avec les valeurs propres. Okay. Alors je sais que vous avez des profils variés, mais les valeurs propres, c'est important, donc vous pouvez regarder ne serait-ce que l'intuition dessus. Un truc très connu, c'est lorsqu'un pont aux États-Unis s'est effondré parce qu'il y avait du vent. Okay. C'est lié aux fréquences de résonance. Okay. Les valeurs propres, ce sont des fréquences de résonance des matrices. Okay. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Okay. Donc là, je vous ai donné un peu tout. Essayez de le travailler bien. Ce cours est enregistré, donc téléchargez l'enregistrement si vous trouvez qu'il est d'intérêt pour vous. Okay.
Et donc, l'activité, donc, elle est à rendre pour vendredi. Normalement, vous la commencez demain, mais vous pouvez la commencer dès ce soir ou dès aujourd'hui si vous voulez. C'est égal quand vous la faites. L'important, c'est que vous la rendiez vendredi. Ok. Des questions? C'est tout, moi je comprends pas trop les jeux. Donc, l'activité, elle est à faire sur Mathematica. Vous déposez sur Moodle soit le PDF, soit le Wolfram Notebook. Et voilà. Okay. On se voit la prochaine fois. Je ne sais pas trop quand est-ce que c'est. Mais on se voit la prochaine fois. Et si d'ici là, vous avez besoin de quelque chose, vous ne m'envoyez pas de mail, ok? Vous m'envoyez un message sur Teams. Mais surtout pas de mail. Okay? Ça marche. Bon. C'est bon pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Mais sinon, je peux faire clic sur le Welcome Sandbox. Il est très simple. Enfin, tu n'as rien installé, ça t'ouvre directement. Je pense que c'est plus simple, mais ça suffit ça suppose d'avoir une connexion Internet. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Effectivement, il y a Normal.